Aujourd'hui à l'appel de leurs syndicats, et ce pour des raisons de fond sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure. Cette édition est donc réalisée par des journalistes d'Antenne 2, réquisitionnés ou en mission pour assurer le service minimum d'information défini par la loi. Jean Lefebvre. Bonsoir la France. Voici une dernière fois le monde vu depuis les États-Unis. Les États-Unis qui font ce soir un bilan, un inventaire de leurs forces dans leur compétition avec le monde communiste. Ils en ont parlé à Giscard d'Estaing, ils en parlent aujourd'hui même à leurs alliés de l'OTAN réunis à Oslo. La campagne électorale qui s'ouvre en Italie est aujourd'hui à la une de l'Amérique. Enrico Berlinguer, le leader du Parti communiste italien, fait peur à l'Amérique. La campagne électorale a commencé aujourd'hui, le compte à rebours est lancé. Dans un mois exactement, les Italiens votent. Sur ces images, le correspondant à Rome de la CBS soulignait ce matin que dans un mois, il est probable que les communistes entreront au gouvernement. Et cela, les Américains ne le comprennent pas. Comment un gouvernement communiste peut-il arriver au pouvoir, dit-on ici, par des élections démocratiques? Dans une Amérique où les clichés de la guerre froide sont remis à la mode par Ronald Reagan, l'adversaire conservateur de Ford, le simple mot communiste éveille encore des réactions puissantes. Mais les Américains savent aussi que de leur refus ou de leur acceptation des communistes italiens dépend en fait l'avenir de leur rapport avec l'Europe et le sort de l'OTAN. Alors très lucidement, on explique aux téléspectateurs américains où il en est dans cette confrontation avec le communisme. Car le souci de tout Américain est de savoir la vérité. Est-il encore le plus fort du monde et à quel prix ? Voilà donc comment ici on schématise et on présente le formidable inventaire des arsenaux américains et soviétiques. Attention car dans quelques instants sur votre écran de télévision va se diviser en deux. À gauche vont apparaître les chiffres concernant la panoplie de l'Union soviétique et à droite ceux concernant les États-Unis d'Amérique. Tout d'abord les forces terrestres. Sur ce point précis, l'Union soviétique est largement en tête avec une armée de 4 800 000 hommes contre la moitié à peine pour les Américains. Mais toutes les forces américaines peuvent être lancées vers l'Union soviétique, tandis que Moscou a besoin d'une grande partie de ses hommes pour garder la frontière chinoise. Deuxième partie, les blindés de chaque camp, là aussi en cas de conflit de type classique, c'est-à-dire sans intervention de l'arme nucléaire, les soviétiques dominent largement. Moscou peut aligner 42 000 chars, le chiffre est à gauche sur votre écran, contre 9 000 seulement pour l'Amérique. Pour les pièces d'artillerie, les soviétiques en ont 20 000. Et les États-Unis, 6 000. La flotte, les Américains affirment qu'à l'heure actuelle, les Soviétiques n'ont pas la maîtrise des mers. Cependant, Moscou peut gêner leur liberté d'intervention en Méditerranée. L'Amérique a réduit sa marine aussitôt après la guerre du Vietnam, donc encore la supériorité soviétique avec 236 navires de guerre contre 177 pour les États-Unis. En ce qui concerne les sous-marins nucléaires, supériorité totale et incontestable des Américains. L'aviation maintenant, c'est l'équilibre des forces, surtout avec la construction en ce moment du bombardier supersonique américain, le B-1, qui sera opérationnel en 1980 et qui emportera bien sûr des charges nucléaires. 236 avions soviétiques et 177 américains, mais dans le camp des États-Unis, beaucoup plus de technique et de fiabilité. Enfin, les armes nucléaires. Chaque camp continue sa folle course aux armements. Les chiffres sont très controversés. Il semble tout de même qu'il y ait équilibre des forces, mais les Américains possèdent, disent-ils, une capacité de surdestruction maximum. C'est ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Vu d'ici, les Américains, malgré tout, ont encore une petite supériorité sur les Soviétiques, mais la course à la mort n'est pas terminée. Le président Giscard d'Estaing termine son voyage aux États-Unis. Il parcourt quelques États du Sud en chevauchant Concorde, si je puis dire, ce qui lui vaut un franc succès. Il était hier au pays des cow-boys, où l'on aime l'aventure, le risque et la nouveauté. Le Texas, c'est la nouvelle Amérique. Hier, un désert, aujourd'hui fabuleusement riche avec le pétrole, les grands espaces et un nouvel esprit de pionnier. Alors, Giscard et son Concorde, ok. Le Texas, les grands espaces, eh bien oui, M. Giscard d'Estaing les a vus en visitant le ranch de M. McCallum, un riche agriculteur texan, 300 têtes de bétail, dont des charolais, et aussi un homme du pétrole. Car le riche Texas n'est pas ce qu'on imagine.
S'il reste une région agricole, il est devenu un centre industriel considérable, la capitale de l'énergie. Houston, 2 millions d'habitants, est le paradis des affaires, car il n'existe ni impôt sur le revenu, ni sur les sociétés. Aussi, les 25 plus grandes compagnies énergétiques américaines ont-elles leur siège dans la ville. Le Texas des grands espaces, comme la France du champagne et de la douceur de vivre, dira M. Giscard d'Estaing, sont prisonniers de clichés qui empêchent de les saisir dans leur réalité. La France, nation industrielle, peut être un partenaire commercial du puissant Texas. Au cours d'un divertissement à la texane, le président français a pu constater que les cowboys existent toujours, même s'ils utilisent plus aujourd'hui l'hélicoptère que le cheval, et qu'en rentrant fourbus le soir au ranch, ils se relaxent dans leur piscine. Après Houston, après le Texas et sa légende, Valéry Giscard d'Estaing allait se plonger dans la francophonie, la Louisiane. Il serait plus juste de parler du seul État où la France veut encore dire quelque chose, avec 2 hauts lieux, 2 villes qui sonnent français, Lafayette et sur ces images, la Nouvelle-Orléans. Première escale ce matin, Lafayette, le pays des Acadiens. Deuxième étape, il y a 1 heure à peine, l'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing à la Nouvelle-Orléans, ou New Orleans, comme on voudra. Arrivée discrète, en petit avion et non pas en Concorde, le Concorde avait précédé le président de quelques minutes, avec dans le ciel de la Louisiane un joli petit balai destiné à prouver aux habitants qu'il n'est pas si bruyant que ça. Valéry Giscard d'Estaing est donc presque obligé de se démarquer de Concorde, car le supersonique était en train de lui chipper la vedette. Pour les Américains, en effet, le président français se transformait un peu en ambassadeur de luxe destiné à vendre ce bel oiseau. Et il faut dire que si le carnet de commandes américain reste toujours vierge, eh bien il semble que le capital confiance en Concorde est sensiblement grossi. Patrick Poivre d'Arvor, Antenne 2, New Orleans, à vous New York. Ah oui, car on attendait littéralement le président au tournant, puisque le Concorde, paraît-il, fait trop de bruit au décollage. Eh bien, il a décollé de Washington et le ciel, apparemment, n'est pas tombé sur la tête des Américains. Le bruit n'était pas plus fort que celui que j'entends tous les jours. J'étais presque déçu, car le bruit n'était pas aussi fort qu'on me l'avait dit. Il n'y avait pas plus de bruit comparé aux autres avions qui décollent d'ici. C'était même calme, très très calme. Je le dis franchement, quel bel avion, ça m'a donné des frissons. C'était même moins fort que le bruit des camions. On s'attendait à ce que tout bouge, et vous savez, rien n'est arrivé. Cet aérodrome militaire n'est pas l'endroit le plus calme du Maryland. Tous les gens s'attendaient au pire. Le Concorde fait ainsi un grand périple, Houston, donc hier, Houston au Texas, puis aujourd'hui la Louisiane, New Orleans, où le président vient donc d'arriver il y a quelques instants, mais nous y reviendrons. L'actualité en France d'abord, à vous, Paris. Merci. En France, le titre à la une aujourd'hui est le sommet de la gauche, Mitterrand, Marché, Fabre, le 2e depuis l'élection présidentielle. Un dossier au menu de cette rencontre, les municipales, ou plutôt la réponse à la proposition communiste de constitution de listes communes aux 3 mouvements de gauche pour les municipales de l'année prochaine. Alors ce soir, ce n'est ni l'accord ni la rupture, mais disons plutôt l'amorce d'une discussion qui ne remet pas en cause l'union fondamentale des 3 partis de gauche. Lorsque 3 partis responsables se rencontrent et traitent à la fois de leur action commune contre la politique du gouvernement, contre tant d'actions antidémocratiques, la conversation est aisée car ils éprouvent les mêmes sentiments et sont unis dans le même combat. Lorsqu'il s'agit d'harmoniser dans ce combat qui reste uni les positions respectives l'un par rapport à l'autre de ces partis politiques, il est bien normal de prendre son temps et de discuter sur les bases des directives que nous avons reçues de nos organismes dirigeants. Nous nous reverrons puisque nous avons naturellement confirmé la proposition que nous avons faite d'un accord national. Compte tenu que nous ne sommes pas parvenus à un accord sur cette proposition, nous allons informer, pour ce qui nous concerne, notre comité central qui se réunit à la fin du mois. Et le communiqué prévoit qu'il y aura ensuite une nouvelle rencontre après que nos amis auront eux aussi informé leurs instances respectives. En ce qui concerne les radicaux de gauche, nous avons mis, nous autres, l'accent
sur la nécessité de décentraliser les décisions et de laisser au niveau local, dans le cadre de l'Union de la gauche, nos représentants prendre leurs responsabilités en accord avec les autres formations de la gauche. M. Marchais, dans un autre domaine, hier, M. Giscard d'Estaing, devant la presse américaine, a estimé que le Parti communiste était un parti en déclin. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas la première fois que M. Giscard d'Estaing dit une bêtise. Un sommet long, 4 heures, mais à l'évidence pas historique. En position de force depuis l'unanimité du Congrès de Dijon dimanche dernier, François Mitterrand a donc maintenu sa ligne. Accord à gauche, rien qu'à gauche pour les municipales, mais à étudier cas par cas. Georges Marchais, de son côté, maintient sa proposition d'un accord national. Et il marquera le coup dès demain dans une interview à l'Humanité en regrettant, je cite, l'attitude restrictive de ses partenaires. Alors, un sommet pour rien? Eh bien, pas forcément, bien sûr, puisqu'il n'y a pas d'accord. S'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas non plus de rupture. Pas de décision, donc, mais plutôt une impression qu'il faut remarquer. La gauche tient à montrer qu'elle n'est pas trop pressée, qu'il n'y a pas le feu. Bref, qu'elle est, sinon unanime, du moins sereine. Une façon de faire savoir qu'une certaine agitation autour des dates des échéances électorales n'est pas de son fait. À la Cour de sûreté de l'État, une nouvelle audience du procès du docteur Edmond Simeoni. Aujourd'hui, audition de plusieurs témoins, des journalistes qui se trouvaient sur place avant, pendant et après la fusillade d'Aléria. Et qui ont tous affirmé que les tirs dirigés contre les gendarmes venaient aussi bien de la cave coopérative, où s'était réfugié le docteur Simeoni, que des vignes situées derrière les gendarmes. Mais personne n'a pu apporter de précision sur les tirs qui ont tué les 2 gendarmes. À l'Assemblée nationale, report du débat sur le budget de la programmation militaire, report à mardi prochain, avec une analyse de l'équilibre entre le nucléaire et l'armement classique dans le développement de l'armée française. Congrès du Centre Démocratie et Progrès à Rennes, l'ensemble des orateurs se prononcent pour un retour au scrutin à la proportionnelle. À noter une intervention du sénateur Diligent qui affirme que seul l'établissement définitif d'un régime présidentiel peut éviter la coupure en 2 de la France politique. Enfin, grève générale des journalistes dans toutes les rédactions de France aujourd'hui. Une grève suscitée d'abord par des inquiétudes de fond sur l'avenir de la profession, ensuite par des difficultés dans les négociations avec les directions des entreprises de presse. Aujourd'hui, 1 journaliste sur 7 est au chômage, près de 2000 personnes sur 13 000 journalistes professionnels dans toute la France. Ces chiffres inquiètent les syndicats, d'autant que ceux qui exercent le métier de journaliste ne bénéficient pas toujours de conditions de travail satisfaisantes. Ainsi, dans certaines rédactions, les semaines de 50 à 60 heures de travail ne sont pas rares. Sans doute, l'une des fiertés du métier de journaliste est-elle de rester sans cesse disponible au service de l'information. Mais cela se fait maintenant trop souvent au détriment de la qualité de cette information dont les journalistes ont à vous rendre compte. C'est pourquoi la suppression des horaires extensibles à merci est l'une des principales revendications des syndicats de journalistes. Ce matin, de nombreux journalistes se sont retrouvés à Paris. Les délégations se sont rendues dans la plupart des ministères, ici par exemple place Vendôme, au ministère de la Justice, avec une revendication bien précise, celle de la liberté d'expression. L'un des aspects de la dignité de la profession, c'est aussi cette crainte que nous avons devant la multiplication des saisies de films, de documents appartenant à des journalistes. Récemment encore, à Montpellier, on a vu apparaître, à la suite de l'affaire de Montredon, des affiches disant que les photographes étaient des flics. Eh bien, nous disons que nous ne voulons plus que les photographes, que les journalistes apparaissent comme des flics. Nous voulons avoir droit, comme nous le réclamons depuis des années, au secret professionnel. Défendre la dignité de la profession, c'est aussi lutter contre l'encadrement de l'information qui s'accentue, contre la répression qui s'accentue dans de nombreuses rédactions. C'est aussi lutter pour le pluralisme de la presse, car les concentrations se font de plus en plus fortes. Il y a de moins en moins de journaux qui existent, et défendre les droits des journalistes, c'est aussi défendre les journaux. Et nous disons que défendre les journaux, on ne peut pas le faire sans défendre les droits des journalistes, car c'est aussi un aspect de la liberté d'expression et du droit à l'information. Depuis cet après-midi, 6 heures pour l'information à la Bourse du Travail. L'objectif, sensibiliser l'opinion publique sur les difficultés actuelles de la profession. Par exemple, depuis 30 ans, 700 journaux au moins ont disparu en France. Toutes les négociations engagées depuis plus de 5 ans pour faire progresser la convention collective nationale sont bloquées. Une nouvelle rencontre est prévue lundi avec les représentants du patronat de la presse. Mais avec le Figaro.
France-Hongrie demain, c'est-à-dire le dernier match amical de l'équipe de France. Michel Hidalgo a eu beaucoup de mal à former cette équipe qui, tout en étant d'une certaine cohérence, ne reflète pas le véritable visage de l'équipe de France idéale. A noter cependant le retour surprenant de Michel Platini, le joueur du milieu de terrain de Nancy, celui qui a marqué contre la Tchécoslovaquie et qui avait été blessé au ménisque il y a tout juste un mois. « 35 jours après, je crois que beaucoup de joueurs ont joué, mais le fait c'est que j'ai repris quand même la compétition 15 jours après. Mais vous êtes sûr que vous avez bien été opéré du ménisque? Parce que peut-être on peut commencer à douter. Des mauvaises langues ont dit que j'étais en brouille avec M. Cuny et c'est ce qui a incité à me faire opérer. Bon alors Michel, vous n'êtes pas évidemment le Michel Platini euphorique, car vous revenez au football finalement. Oui, j'étais surpris quand même contre Bordeaux parce que je possédais une bonne condition physique. Puis à la suite des bons résultats de Nancy, je me suis dit, bon, j'espère participer à la fête de la Coupe de France et je vais quand même m'entraîner assez durement. Vous allez avoir une fin de saison animée parce que vous êtes pour l'instant Michel Platini de l'équipe de France, mais vous êtes aussi Michel Platini de Nancy, demi-finaliste de la Coupe, et vous êtes aussi Michel Platini qualifié pour la phase finale des Jeux Olympiques. Oui, mais tous les matchs là vont être importants et ça va être très marrant de les jouer, je crois. C'est un peu l'ambiance qui règne à Nancy. Ils veulent qu'on prenne les matchs avec une certaine joie, et ce qui m'incitera quand même à se défoncer. Et puis, de toute façon, on ne part pas trop favori, alors on n'a rien à perdre. Et pour ce match de Budapest, Michel, cette équipe de France modifiée, tous ces changements et tout, le moral au sein de la petite troupe est quand même bon? Oui, le moral est très bon, le mien surtout, parce que quand même, je m'y attendais vraiment pas de participer à ce stage. En plus, je vais jouer, puis je vais jouer à côté de Jean-Michel Larquet et puis de Jean-Marc Guillou. Je crois que c'est un rêve qui s'accomplit. Voilà, c'était l'essentiel de l'édition française. À vous les États-Unis. This is the CBS Evening News with Walter Cronkite. L'actualité américaine, c'est cet homme que vous voyez sur votre écran. Depuis 14 ans, tous les soirs, une grande partie des Américains suivent le journal de Walter Cronkite. C'est l'un des journalistes les plus connus des États-Unis. Un petit mot de Walter Cronkite fait parfois plus de bruit que tous les discours officiels. Un récent sondage d'opinion fait de lui le 6e personnage des États-Unis, un pouvoir qui étonne toujours les Européens que nous sommes. Ça pourrait être mauvais dans le sens où l'on peut croire que je dispose d'un pouvoir personnel, ce qui n'est pas vrai. C'est la télévision en général qui est puissante. Je suis plus une sorte d'enseigne, un générique en quelque sorte, des informations télévisées. Il est certain qu'aucun journaliste de la télévision américaine ne dispose de pouvoir à des fins personnelles ou idéologiques. Il y a trop de contrôle et de contrepoids. J'ai des directeurs, des rédacteurs en chef, des gens qui collaborent à la rédaction de mes textes. Ils réagiraient fortement s'il le fallait. Dans l'affaire du Watergate, la presse n'a-t-elle pas outrepassé son rôle? Absolument pas. La presse, dans le système américain, a la responsabilité, le devoir de rechercher ce genre de vérité. Ce n'est pas seulement un droit, c'est un devoir. Notre système veut l'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. La presse est là pour veiller à ce que le système marche. Watergate a prouvé que si la presse tire la sonnette d'alarme quand le système ne fonctionne pas, ça le remet en route. La presse, précisément, joue en ce moment un rôle considérable dans les élections américaines. Un grand journal, le Daily News, prétend ainsi aujourd'hui que Ted Kennedy, bien qu'il s'en défende, serait sur le point de se lancer dans la course à la présidence. Commentaire du dernier des Kennedy, pure spéculation, mais la presse est libre. Les ouvriers du caoutchouc en sont à leur 30e jour de grève. Ça n'a l'air de rien, mais c'est toute l'industrie du pneu qui est paralysée. Les usines d'automobiles risquent d'être à court de stock. Les grévistes demandent 30% d'augmentation sur 3 ans. Charles Manson, le meurtrier de Los Angeles, demande la révision de son procès. Bien qu'il ait été reconnu coupable de la tuerie de 7 personnes, il demande sa mise en liberté.
La violence, d'ailleurs, reste aux États-Unis un sujet constant de préoccupation. La criminalité dans une ville comme New York ne cesse d'augmenter. C'est hélas le drame de toutes les grandes cités, probablement. Mais la police new-yorkaise a entrepris, elle, de donner des cours d'autodéfense aux citoyens qu'elle doit protéger. C'est peut-être une méthode plus expéditive que l'intervention après coup. Les statistiques de la police américaine le prouvent. Ce sont les citoyens âgés qui sont les victimes les plus fréquentes des agressions. Un policier de New York, Lyndon Griffith, en fait une affaire personnelle. Son propre grand-père a été agressé 2 fois. Alors Griffith a décidé d'organiser des séances d'autodéfense spécialement pour les gens âgés. Les conseils de Griffith sont précis. Si l'agresseur veut votre sac ou votre portefeuille, donnez-les-lui sans hésitation. Il ne faut faire aucun geste, à moins que votre vie ne soit menacée. À ce moment-là, conseille Griffith, utilisez vos propres armes, pincez votre agresseur aussi fort que vous le pouvez, ou attrapez-lui un doigt et tordez. Les agresseurs choisissent les gens âgés justement parce qu'ils les croient sans défense, souligne Griffith. Donc la surprise et la douleur seront d'autant plus efficaces. Mais sans doute, le plus grand bénéfice de ces séances, c'est de diminuer la part de l'imagination dans la peur d'une agression chez les gens âgés. L'apparition du calculateur électronique en Amérique a une conséquence déjà visible. Les Américains ne savent pratiquement plus compter. Tout le monde a son calculateur. Voici, par exemple, le dernier né de ces gadgets, c'est un stylo. Un stylo avec lequel vous pouvez faire toutes les opérations, addition, soustraction, multiplication, division et pourcentage. Certaines écoles admettent ce genre de gadget maintenant. Alors à quoi bon apprendre sa table de multiplication? Et pourtant l'Amérique a toujours un Einstein en puissance. Maurice Werther en a rencontré un. Stuyvesant High School compte parmi ses élèves un jeune prodige, Max Kleeman, 15 ans, oui, 15 ans, qui a gagné de façon exceptionnellement brillante l'équivalent du concours général de mathématiques pour tous les États-Unis. Voulez-vous que nous discutions en français? Je ne parle pas assez couramment, quelques phrases seulement. Vous vous intéressez seulement aux mathématiques? Non, je lis des livres de maths, et aussi des romans. Vous connaissez des mathématiciens français? Galois, Lagrange, Descartes, René Thom. Et la politique, ça vous intéresse? J'essaye de me tenir au courant. Vous avez entendu parler du voyage du président Giscard d'Estaing? Oui, il est allé à Washington pour voir le président Ford, mais il n'a peut-être pas choisi le meilleur moment parce que le président Ford est peut tellement préoccupé et occupé à se faire réélire. Le président Giscard d'Estaing, nous venons de vous le dire, est en Louisiane ce matin. Il est à Lafayette, New Orleans, des villes qui furent longtemps françaises. La Louisiane a été vendue à l'Amérique en 1803 par Napoléon. Mais on a continué très longtemps à y parler français. C'est une page familiale et émouvante de notre carnet de voyage. Tout ce qui pense, parle ou aime en français s'est regroupé là, en Louisiane. Les enfants aujourd'hui ont oublié. Une langue, ça se perd. Et pourtant, depuis 4 ans, dans les écoles de Louisiane, on entend à nouveau quelques rengaines connues. Le français redevient la 2e langue obligatoire, celle qu'une poignée d'ancêtres avaient apportée de France ou du Canada avec leur fierté, leurs coutumes et leur cuisine. On a établi ça ici, là, ce commerce pour aider à nos enfants de préserver la langue française et la culture. On vit en français.
Moi, je rêve en français. Alors finalement, on se retrouve autour d'un bon boudin pour parler français. Oh oui, c'est un plat bien populaire. Boudin, c'est populaire ici chez les Acadiens. On dit ici un dîner de 7 cours, c'est 6 bouteilles de bière et un morceau de boudin de 50 sous. Mais les traditions ne suffisent pas. Il faudrait que la langue française soit une valeur et non plus un souvenir, si romantique soit-il. La télévision jouera son rôle, même pittoresque. Regardez premièrement la nouvelle de temps à travers la nation ce matin et les conditions au présent. Premièrement, dans le nord-ouest des États-Unis, les États de Montana, l'État de Wyoming, Nevada, l'État de Oregon, l'État de Washington, il y a toujours de la pluie qui tombe ce matin en association avec une pression d'air bas. Cette pression d'air bas, ça la... C'est pratiquement tout ce que l'on fait en français à la télévision, et à 6 heures du matin. Ce sera dur de rétablir l'usage du français. Peut-être le français était presque perdu dans la Louisiane. On était les victimes de le melting pot et des autres conditions, le radio et la télévision, qui étaient tout en anglais. Le français était étouffé dans les écoles, les églises aussi. Alors, on a commencé ce mouvement à peu près 8 années passées. Le français était associé avec la pauvreté, avec l'ignorance, et tout le monde était honte de parler le français. Notre langue est une langue orale. Presque personne de nous a jamais étudié le français. On ne peut pas lire ou écrire. Moi, je ne peux pas lire ou écrire le français. C'est un vieux français de 200 années passées. Ça n'a pas changé du tout. Ce qui est important, c'est les jeunes. Les jeunes, complètement. On fout pas mal pour les vieux, comme moi. C'est les jeunes qu'on est intéressés dans. Pour t'avoir dans ma maison, j'ai pas pu, j'ai pas pu. Si on se prend à chanter, à aimer en français, alors c'est gagné. Si vous nous avez suivis cette semaine, vous avez compris, je l'espère, la règle du jeu de baseball. Un jeu assez calme, tout tranquille, dont Philippe Châtenay vous a présenté hier, je crois, les principales phases. Mais il avait oublié celle-ci. Non, le baseball ne se passe pas toujours comme ça, soyons honnêtes. Mais avouez que ces anglo-saxons ont quand même le sang chaud. Un dernier regard à la météo américaine. Toute la semaine a été froide, mais il fait beaucoup plus chaud aujourd'hui. 16 degrés à Washington, 22 en Louisiane, où se trouve le président. Quelques menaces de pluie dans le centre et l'est, mais tout s'arrange. L'été arrive en Amérique. Ainsi a tourné le monde aujourd'hui. Il me reste à vous remercier de votre attention pour ces éditions américaines auxquelles ont participé les journalistes d'Antenne 2 qui sont ici en Amérique, bien sûr, mais aussi tous nos confrères et amis de la CBS que je tiens à remercier ici, d'outre-Atlantique. Un dernier au revoir. Eh bien, l'été semble arriver également aussi en France. Le temps a été variable aujourd'hui avec quelques belles éclaircies et une légère remontée de la température. Demain, après quelques brouillards matinaux, le temps sera généralement ensoleillé et les températures vont grimper jusqu'à 20 degrés de moyenne. Attention au Mistral en Méditerranée. Dimanche, en principe, le temps va revenir au grand beau.
En raison de la grève nationale des journalistes, cette édition de 20h aurait été le seul rendez-vous de l'actualité sur la chaîne aujourd'hui. Mais la rédaction d'Antenne 2 vous donne rendez-vous demain à 13h avec Jean Lanzy. Et à 20h, je me ferai un plaisir de vous faire la synthèse de l'actualité de la journée. En attendant, la rédaction d'Antenne 2 vous souhaite une agréable soirée. À demain.